Ademat Deor, Adegemermat Dornol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième séminaire santé sexuelle et affective. Cette journée est donc organisée et animée par le collectif santé sexuelle et affective copiloté par la ville de Brest et ses partenaires associatifs et institutionnels en collaboration avec la structure Intimagir. En ouverture de cette journée, je souhaitais présenter le collectif, qui est une véritable ressource pour le territoire sur cette thématique de santé, sur cette thématique de prévention. Alors tout d'abord, un bref rappel historique. La ville de Brest a fait le choix de s'investir dès les années 90 et de manière continue dans la promotion de la santé sexuelle à travers la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. 1994, première journée de lutte contre le sida à Brest. 95, deuxième édition, et pour la première fois, une campagne de dépistage est organisée hors les murs, à la mairie. Brest, en 96, va signer la charte des villes contre le sida pour confirmer sa volonté politique de mener ce combat de santé globale. Et c'est dans ce contexte que la même année, la ville fonde le collectif SIDA. Collectif SIDA, animé par le service promotion de la santé, est composé à l'époque de AIDS, du planning familial, du CEGID, du CHU, CHRU à l'époque, et des associations LGBTQI+, de l'époque. C'est dans le cadre de ce premier collectif qu'ont été co-construites, co-menées des campagnes d'information, de prévention contre les IST en milieu scolaire, auprès du grand public, dans l'espace public, des expositions, des campagnes de dépistage hors les murs, et des actions de lutte contre les discriminations et la stigmatisation sociale vécue par les personnes porteuses du VIH. Je souhaite donc rappeler que cet engagement, ça fait plus de 25 ans qu'il existe à Brest. C'est ça qui est original. Et c'est à ce titre que la ville a reçu des mains de Jean-Luc Romero le label Collectivité engagée contre le sida en début de mandat en 2021. C'était l'occasion pour nous de rendre hommage et de remercier nos partenaires associatifs et institutionnels sans lesquels la ville ne pourrait pas agir. La lutte continue, puisqu'on a pu observer ces dernières années une recrudescence de certaines IST, une banalisation du virus du sida et un relâchement quant à la nécessité de se protéger, alors même que des progrès ont été faits en matière de prévention. Je pense par exemple à la PrEP. Contrairement aux années 90, on a de plus en plus de mal à trouver des préservatifs gratuitement en distribution libre. Il peut être difficile pour des jeunes d'aller s'en procurer en pharmacie. En réaction, la ville de Brest, depuis le début du mandat, a distribué plusieurs dizaines de milliers de préservatifs masculins et féminins aux collèges, lycées, à des structures, des associations de quartier, sportives, d'éducation populaire, socio-éducative, intervention sociale. Et je profite pour vous proposer de venir en chercher des stocks au service promotion de la santé. Ils sont en distribution gratuite. Toutefois, aujourd'hui, on souhaite inscrire cette politique avec une vision plus large en matière de santé sexuelle et affective, afin de répondre au mieux aux besoins sociaux et aux besoins sociétaux contemporains. En effet, de nombreuses actrices et acteurs de terrain, associatifs, professionnels de santé, travailleurs sociaux, de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, nous témoignent au quotidien d'un besoin important de prévention dans ce domaine. J'évoquerai en premier lieu la situation des jeunes, de nombreux jeunes qui peuvent être éloignés de l'information et pour qui la crise que nous avons traversée a pu rendre plus difficile l'acquisition des compétences psychosociales et qui impactent directement leur vie affective. Il y a également la question de la vie affective et sexuelle des aînés, mais aussi la question de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre-là que ce troisième séminaire aura un axe un peu plus poussé sur la thématique. Je voudrais également parler de la santé sexuelle affective des femmes. À titre d'exemple, plusieurs milliers de personnes ont assisté au lundi de la santé sur l'endométriose en 2020. Alors qu'aujourd'hui encore, la douleur des femmes est toujours banalisée, normalisée parfois dans la société.
J'ajouterai également les personnes exilées, dont tant ont pu subir au cours de leur migration ou subissent encore dans leur pays d'arrivée, je préfère pas dire d'accueil dans le contexte que nous traversons, en France, des violences sexuelles. On sait aussi que, couplées à une situation de précarité, elles sont plus vulnérables face aux contaminations, notamment du VIH. J'évoquerai également les personnes trans, dont le droit à la santé n'est pas toujours totalement et partout respecté, scandale dans un pays qui se dit développé. Et que dire de l'assignation sexuelle et des mutilations qu'ont pu subir parfois, dès le plus jeune âge, des personnes intersexes. Face à ces enjeux de santé publique, la ville de Brest et ses partenaires historiques de l'ancien collectif SIDA ont décidé, en début de mandat, d'élargir les thématiques d'intervention, de cibler de nouveaux publics, et nous avons été rapidement rejoints par de nouveaux partenaires associatifs. J'invite d'ailleurs également les structures qui le souhaitent à venir s'inscrire dans ce collectif, soit durablement, soit pour un projet précis. Ce collectif Nouvelle Mouture conserve toutefois son esprit, sa démarche horizontale, collaborative, qui répond d'ailleurs au souhait de la ville de promouvoir la participation citoyenne, dans notre cas la citoyenneté de santé, et la paire et danse, qui pour nous est le moyen de faire de la prévention, d'aller vers les personnes éloignées de l'information ou du soin, sans moralisation, sans stigmatisation. Son objectif est de partager savoir, savoir-faire, savoir-être, mais aussi des témoignages, des expérimentations, des questionnements, nous permettant ainsi de faire culture commune dans le domaine de la santé sexuelle et affective. C'est tout l'objectif des séminaires, c'est tout l'objectif de ce séminaire. Depuis sa refondation, le collectif a pu organiser en 2021-22 des journées de formation, sensibilisation des actrices-acteurs à travers un speed dating associatif, mais aussi la formation d'une centaine d'actrices de terrain sur la posture professionnelle à l'écoute intime. Un deuxième séminaire l'année suivante. Une formation également a été proposée aux acteurs de terrain pour mieux repérer et savoir accueillir, orienter les situations de mineurs, d'enfants en situation prostitutionnelle. Un certain nombre de lundis de la santé ont été créés sur la thématique, celui sur l'endométriose, je vous l'ai déjà dit, celui sur la promotion du vaccin contre le papillomavirus, qui permet d'éradiquer le cancer du col, l'impact de la pornographie sur la santé affective des jeunes, un lundi également sur l'identité de genre et l'accès aux soins des personnes trans, les contraceptions masculines et féminines, et le dernier en date, la ménopause. Si je vous en parle, c'est que ces conférences d'une heure et demie sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube des lundis de la santé. Vous pouvez les voir, les revoir, les projeter. Également, depuis 3 ans, le collectif organise des actions de aller vers des publics parfois éloignés des informations et des soins en santé sexuelle et affective. La première année, c'était en direction de jeunes lycéens, mais aussi de jeunes travailleurs en FJT. En 2023, en direction de personnes en très grande précarité au sein des accueils de jour. Et cette année, nous avons travaillé en partenariat avec le Tremplin des Genêts d'Or pour une formation, cette fois-ci, des bénévoles des structures du collectif en santé sexuelle et affective sur l'autisme, mais aussi sur les troubles du développement intellectuel, afin que ces associations, et nous-mêmes, Ville de Brest, puissions mieux accueillir les personnes concernées, mieux les accompagner, mieux les inclure également dans notre vie associative et dans nos actions. Voilà, une annonce, le 15 mars prochain. Le 15 mars prochain, la Ville de Brest et une soixantaine de partenaires, une soixantaine d'associations et d'institutions organisons un gros temps fort de la prévention en santé sexuelle et affective, mais aussi dans l'ensemble des autres thématiques de santé, mentale, bien-être, alimentation, activité physique adaptée, addiction, des stands de dépistage sur différentes pathologies, également un forum présentant les métiers, les filières de la santé, qui aura lieu au Capucin, en direction du grand public. Donc, nous vous y invitons, vos structures, mais aussi les usagers que vous accompagnez sur ce temps.
Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée de prévention, oui, une bonne journée de séminaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clarisse Métayer, chef de projet du Centre Ressources Intimagir Bretagne. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Intimagir est un dispositif régional soutenu par l'ARS Bretagne qui a pour vocation d'informer et d'orienter les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes qui les accompagnent, aidants, professionnels, sur 3 thématiques essentielles: la vie affective et sexuelle, le soutien à la parentalité et la lutte contre les violences. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présents aujourd'hui. Cette journée n'aurait pas pu voir le jour sans votre mobilisation, votre engagement et votre intérêt pour les thématiques que nous allons aborder ensemble. Je remercie également la ville de Brest avec qui nous avons eu le plaisir de co-organiser cet événement, ainsi que les intervenants et les acteurs qui ont contribué à cette journée. Cette journée est également l'occasion de capturer des temps forts grâce à Camadeo, une équipe audiovisuelle présente parmi nous. Vous pourrez être interviewé par cette équipe pour partager votre avis sur la journée ou témoigner d'expériences en lien avec les thématiques abordées. Pour votre confort, sachez qu'une salle de repos est à votre disposition au premier étage, au même endroit que le dispositif prévisionnel de secours. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à y aller. Le programme de cette matinée est structuré autour de 3 tables rondes. La première portera sur les violences, la deuxième sur la parentalité et la troisième sur les identités de genre. Entre chaque table ronde, de courtes pauses de 5 minutes sont prévues pour vous permettre de souffler. Vous pourrez également profiter d'un petit espace salon situé juste à l'extérieur, si vous préférez rester à l'extérieur de la salle. Merci encore pour votre présence et votre contribution. Nous espérons que cette journée sera une source d'enrichissement et d'information pour vous. Merci. Du coup, j'invite les intervenantes pour la première table ronde, donc sur la thématique des violences. Donc, pour démarrer cette table ronde, je voulais vous montrer quelques chiffres qui sont donc issus de la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, qui est réalisée par la MIPROF, et donc notamment le dernier qui vient tout juste de sortir, de novembre 2024. Effectivement, je voulais évoquer avec vous ces chiffres qui sont importants, avec notamment 115 féminicides et homicides au sein du couple en 2023. Et 81% de ces victimes étaient des femmes. Également, le fait qu'il y a eu 437 victimes de tentatives de féminicide ou homicide qui ont été enregistrées par les forces de sécurité, ainsi que 773 victimes de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à sa tentative. Un point important également, il y a quand même un point qui est à évoquer, le fait qu'il y a des enfants qui sont co-victimes de ces violences, avec 6500 enfants qui ont été identifiés par le 119 comme co-victimes. Il y aurait également, selon une étude en particulier, une prévalence de toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, avec plus de 1 200 000 femmes majeures qui ont été victimes de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle et ou d'envoi d'images à caractère sexuel et non sollicitées, donc sur une enquête de 2022. Également, un point important, il y a seulement 6% des femmes qui sont victimes de violences qui portent plainte. 7 femmes victimes de violences au sein du couple sur 10 sont victimes non pas d'une forme de violence, mais de plusieurs formes de violence. Je voulais également évoquer avec vous une deuxième ressource que je vous invite à consulter, un rapport d'information du Sénat qui a été élaboré en 2019. Donc là, vous avez une infographie sur le rapport qui est assez dense, mais je vous invite vraiment à le consulter et vraiment mettre en avant quelques chiffres sur violence et handicap. Les personnes en situation de handicap sont plus souvent victimes de violences, notamment les femmes. En France, 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences. 34% des femmes handicapées ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leurs partenaires, contre 19% des femmes dites valides. Un dernier élément, mais qui n'est pas le seul bien sûr, vous vous sensibilisez aussi sur le fait que les femmes autistes sont particulièrement exposées aux violences. Voilà, je vous invite à consulter le rapport et puis l'infographie également qui est disponible sur Internet.
Donc, pour commencer les échanges avec nos intervenantes, je vous propose de vous présenter brièvement, puis de nous expliquer un peu comment vous accompagnez les victimes de violences, et notamment si vous accompagnez aussi des auteurs, des personnes mises en cause dans des situations de violence. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Comme vous préférez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christina Louarn, coordinatrice du pôle justice au sein de Don Bosco. J'ai prévu un petit PowerPoint pour avoir ce support-là visuel. Donc, le pôle justice de Don Bosco, c'est à la fois un service d'aide aux victimes et un service de mesures socio-judiciaires. Donc, juste voilà, un petit point historique. Ah, puis il y a la petite... hop. Hop là. Juste un petit point historique. L'association, à la base, elle s'appelait Les Chaînes Brisées. Elle était vraiment centrée sur la réinsertion des sortants de prison. Et le service d'aide aux victimes a été créé 20 ans plus tard, en 1993. Un an plus tard, Les Chaînes Brisées deviennent Émergence. Et Émergence devient un service de l'association Don Bosco en 2017. Voilà, je trouvais qu'il était intéressant de faire ce petit point préalable. Par rapport à l'équipe, nous sommes... plusieurs profils. Il y a 3 travailleurs sociaux, il y a 4 juristes, dont une coordinatrice, moi-même, et une psychologue. Alors, notre psychologue va intervenir uniquement sur la partie service d'aide aux victimes. Et nous avons également 2 secrétaires pour nous accompagner dans ces diverses missions. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le service d'aide aux victimes. Donc, nous sommes adhérents à la Fédération nationale en France Victimes. Et nous avons également un agrément de la part du ministère de la Justice. Donc, on l'a eu en mars 2021. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir ce cadre-là, cette légitimité peut-être auprès de nos partenaires et aussi vis-à-vis du tribunal judiciaire. Nous sommes ouverts à toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale. Donc on est vraiment sur ce champ de la procédure pénale. Donc la personne va pouvoir nous contacter à n'importe quel stade de la procédure, même indépendamment de l'ouverture justement d'une procédure pénale, c'est-à-dire indépendamment d'un dépôt de plainte. Donc voilà, elle va pouvoir nous interpeller, en tout cas nous contacter dans ce cadre-là. Donc nos missions, forcément, la première, ça va être celle de l'écoute. Et puis, on va, en fonction de sa problématique, de ses besoins, l'informer sur ses droits, sur la procédure pénale en cours. On va l'accompagner, éventuellement l'aider dans certaines démarches, dans certaines constitutions de dossiers. Et on va aussi, bien évidemment, et c'est, j'imagine, le sens de cette journée aussi, l'orienter et voilà, vers les personnes, les structures adaptées, vraiment dans ce but d'avoir un parcours justement de la personne victime sécurisant et en tout cas dans cette interconnaissance aussi partenariale. Donc voilà, on va pouvoir l'orienter. Je parlais effectivement du fait que nous, on est spécialisés dans le champ du domaine pénal. Donc si une personne vient nous contacter et qu'elle a des problématiques liées au droit des étrangers, droit du logement ou au droit de la famille, on va l'orienter. Par exemple, droit de la famille, on va l'orienter vers les collègues du CDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, par exemple. Et puis, donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on a une psychologue au sein de notre service, donc on va pouvoir aussi proposer ce soutien-là, éventuellement, si la personne le souhaite. Juste peut-être un aparté, notre psychologue, elle a cette compétence et cette technique liée à l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant justement pour les personnes victimes d'infractions pénales. Donc, rappel, quand même, c'est un service gratuit et confidentiel. Alors, juste quelques chiffres. Alors, je suis très à la bourre dans mon rapport d'activité 2024, donc ce sera les chiffres de 2023. Donc, 1569 situations traitées, 2209 entretiens menés, et voilà, on voit qu'il y a quand même 33% des situations qui concernent le cadre intrafamilial.
Alors, comment les victimes peuvent nous saisir? Alors, d'elles-mêmes, hein, via les forces de l'ordre, puisque nous avons nos coordonnées sur tous les récépissés de dépôt de plainte. Et puis, il y a aussi des instructions, hein, du parquet de Brest pour les forces de l'ordre pour que soit systématiquement proposé un contact avec notre service pour une victime de fait de violence intrafamiliale. Donc, elles peuvent avoir ce contact-là via les forces de l'ordre, via le tribunal également, puisque pareil, on a nos coordonnées sur tous les avis d'audience. Donc avant une audience, la personne victime peut nous contacter parce qu'elle va avoir des questions sur comment ça se passe, c'est quoi une constitution de partie civile, comment je fais pour demander des dommages et intérêts, etc. Et aussi, après, lors du jugement, elle va recevoir le jugement. Et pareil, il y a nos coordonnées parce qu'il peut subsister des interrogations même après cette procédure pénale. Et bien évidemment, via nos partenaires, donc les partenaires hospitaliers, les services sociaux, les intervenantes sociales en commissariat, en gendarmerie. Je ne vais peut-être pas tout détailler, mais je trouvais intéressant de faire peut-être un focus sur la saisine des magistrats ou des forces de l'ordre concernant l'évaluation approfondie de la situation d'une victime d'infraction pénale de violence intrafamiliale. Effectivement, les magistrats ou les forces de l'ordre vont pouvoir nous réquisitionner pour qu'on puisse faire cette évaluation approfondie. Et ce qui va être intéressant dans cette évaluation approfondie de la situation d'une personne victime de vif, c'est qu'on va faire émerger et rapporter les éléments à la magistrate concernant effectivement sa vulnérabilité. Donc c'est vrai que ça va être très très intéressant pour la magistrate pour qu'elle puisse ensuite éventuellement lui attribuer un dispositif de téléprotection. Le téléphone grave danger. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce dispositif. C'est un téléphone avec une unique touche pour schématiser. On appuie sur cette touche-là, il y a les forces de l'ordre qui sont tout de suite alertées, qui peuvent se déplacer très rapidement sur la localisation de la personne victime. Donc en tout cas, avec cette évaluation, ça va permettre de faire remonter les éléments de vulnérabilité, de dangerosité aussi de la personne mise en cause, et puis nos préconisations pour justement que les services judiciaires puissent protéger au maximum la personne victime. Juste peut-être, lorsque c'est les forces de l'ordre qui nous adressent ces demandes-là, alors bon, effectivement, là, c'est quasiment des femmes victimes de violences intrafamiliales, mais ça s'appelle une EVI, cette demande-là, et normalement, elle est élargie à toutes les questions de vulnérabilité. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être la fragilité psychologique, ça peut être la personne en situation de handicap. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de le souligner. J'ai passé assez rapidement. Il y a 1000 autres missions au niveau du service d'aide aux victimes, mais concernant celui des mesures socio-judiciaires, donc là, on va être sur l'autre partie, entre guillemets, sur les mesures qui concernent les personnes mises en cause dans le cadre d'une procédure pénale. Donc, on va parler d'auteur présumé, puisqu'on est avant audience, on est en phase pré-sententielle, donc la personne est autrice présumée de fait d'infraction. Peut-être juste par rapport à la première mission qui est le CJSE, donc le contrôle judiciaire socio-éducatif. Ça, c'est une alternative à la détention provisoire. La personne mise en cause va être libre, mais sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugée, donc en attendant la date de l'audience. Et ce qui va être peut-être intéressant avec cette mesure-là, c'est que le contrôleur judiciaire va recevoir mensuellement la personne
il va être le garant de cette mesure pour voir si effectivement les interdictions, les obligations qu'a cette personne sont bien respectées. Mais c'est vrai que ça va peut-être, dans certaines situations, permettre un certain accompagnement, en tout cas peut-être un début, une amorce de réflexion, en tout cas sur voilà, le passage à l'acte, sur voilà, en tout cas le comportement pénalement répréhensible et les faits qui sont reprochés à cette personne et réfléchir par rapport à ce qui est l'objectif premier, c'est-à-dire la non-réitération des faits. Peut-être pour terminer, je voudrais parler de ces deux autres points. Le premier, ce sont les stages. Alors nous, on les appelle stages conjoints violents, donc stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste. Alors ça, c'est après condamnation. C'est un stage voilà, qu'on propose pour échanger voilà, sur la violence dans sa globalité, la différence conflit-violence, l'impact sur les enfants, sur la famille, enfin voilà, les émotions, les addictions, etc. En tout cas, c'est un stage qui pareil, peut permettre voilà, cette réflexion-là sur la question des violences et permettre aux personnes, auteurs, puisqu'elles ont été condamnées, d'avoir ces échanges-là et cette réflexion-là, peut-être ce début d'introspection. Et je voulais terminer avec les collègues du CPCA, donc le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Donc ce sont deux collègues, il y a une travailleuse sociale et une psychologue, qui peuvent accueillir des personnes. Alors là, on est vraiment dans de l'accompagnement parce que c'est une démarche volontaire de la personne autrice de violence. On n'est que sur les violences conjugales, par contre. Mais en tout cas, elle est volontaire. Elle adhère à cette démarche-là sur un parcours de 4 à 6 mois pour travailler sur divers pans de sa vie, de son parcours de vie et de ses réflexions. Et voilà. En tout cas, là, on est vraiment dans cet accompagnement de ces personnes autrices de violence et voilà, je me répète, mais voilà, toujours dans cet objectif de non-réitération des faits. Donc, où nous sommes, peut-être juste signifier ça. On est à Brest, aux 2 rue Réaumur. Donc, on peut nous contacter voilà, tous les jours, du lundi au vendredi, sur le numéro là, que vous avez, 02 98 33 83 83. Donc voilà, n'importe qui, les victimes, les partenaires, voilà, peut nous contacter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 2 collègues secrétaires qui réceptionnent ces appels, ces mails et qui ensuite dispatchent en fonction des besoins à l'équipe. Et nous avons également des permanences tous les mardis après-midi au tribunal judiciaire de Brest, de 13h30 à 16h30, sans rendez-vous. Donc là, vraiment, toutes les personnes peuvent se présenter voilà, si elles ont une interrogation. On est également au lieu d'accueil des victimes de Brest un jeudi sur 2, de 14h à 17h. Et enfin, nous sommes à la Maison des services publics de Carhaix. Voilà, j'ai essayé d'être la plus concise possible. Merci beaucoup. Je vous propose... Et pour information sur le violentomètre, il y en a à disposition. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 tables avec de la documentation à disposition. Vous avez des violentomètres et également des violentomètres en FALC, en facile à lire et à comprendre. Donc n'hésitez pas à en prendre. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis la majeure Garot Stéphanie. Je commande la maison de protection des familles du Finistère. Donc nous sommes 5 personnels au total. Donc nous sommes 3 au relais Quéruon et depuis le mois de septembre, il y a une MPF détachement qui a été créée au niveau de Tréguin, donc qui est composée de 2 personnels, ce qui nous permet de mieux couvrir tout le département. Donc nous, nos missions au niveau de la maison de protection des familles, il y a une grosse part de prévention pour divers publics. Ça va du mineur aux personnes vulnérables, aux seniors, aux professionnels, futurs professionnels. Donc sur différentes thématiques, ça va aller du harcèlement, cyberharcèlement, les dangers d'Internet, les violences,
les atteintes aux personnes aussi, notamment, je pense plus au public senior, avec toutes les arnaques qu'il peut y avoir, avec des fraudes à la carte bancaire, etc. Voilà, donc c'est vraiment divers et varié. On intervient donc sur tout le département, hein, bien entendu, beaucoup forcément en milieu scolaire. Donc on commence en primaire et ça peut aller jusqu'à la fac, hein, mais beaucoup d'interventions au niveau collège notamment, où ils sont quand même très demandeurs. Et on peut aussi intervenir en cas de problématique dans un établissement à un moment donné. On va intervenir auprès du niveau. Alors, sans dire oui, toi tu as fait ci ou tu as fait ça, c'est vraiment une intervention globale pour les sensibiliser sur ce qui a pu se passer par rapport à ça. On a aussi un rôle en fait de soutien aux unités de terrain, parce qu'en fait nous à la maison de protection des familles, en fait on ne fait pas d'enquête. Voilà, mais je peux quand même vous en parler parce que je viens de brigade, donc je sais ce que c'est. Donc nous on vient en soutien notamment pour tout ce qui est audition de mineurs victimes et témoins. Voilà, on a une formation spécifique pour procéder à l'entretien des mineurs victimes, parce que c'est toujours compliqué pour les enfants de parler, et puis on n'aborde pas un enfant de la même façon qu'on va aborder un adulte. Donc du coup, voilà, on fait beaucoup d'auditions de mineurs pour les autres unités, et on peut aussi leur apporter notre soutien dans le cadre des procédures de violence intrafamiliale pour faire les auditions de victimes majeures également. Concernant les mineurs, donc en fait, on travaille beaucoup avec l'UAPED. Alors je ne sais pas si vous connaissez. C'est une unité qui est basée à l'hôpital Morvan, qui a été créée. Alors je ne sais pas en quelle année elle a été. En 2022 à Brest. Merci. Voilà, je viens de Poitou-Charentes. Hein, ça fait que 3 ans que je suis arrivée dans le Finistère, donc en fait c'est une unité où je vais très régulièrement. Peut-être qu'ils en ont marre de me voir d'ailleurs. Donc c'est adapté en fait à l'accueil du mineur qui est victime. Alors quand je dis mineur victime, ça commence petit, dès qu'ils ont le langage, la base du langage, quelques mots, jusqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc on les entend et ce sont des entretiens qui sont filmés. D'accord, parce que j'ai pas mon ordinateur avec moi et je suis pas en train de taper, de leur dire à tout bout de champ, est-ce que tu peux répéter, j'ai pas le temps de noter. Donc c'est vraiment un entretien, un échange que j'ai avec le mineur. En fait, il y a 2 salles. Il y a la salle où je vais m'entretenir avec le mineur et la salle technique. Quand le mineur arrive, donc forcément moi je vais le prendre en compte puisque c'est avec moi qu'il va s'entretenir, mais autour de moi en fait j'ai une psychologue, j'ai une infirmière puéricultrice, j'ai le médecin pédiatre qui est également présent, ce qui permet que, à l'issue de l'entretien, si on a besoin, dans le cadre de la procédure judiciaire, d'un examen médical, cet examen est fait à l'issue. Pourquoi ? Ça évite que l'enfant et le mineur et son parent, reviennent à un autre jour. Parce que des fois, les gens ils viennent du secteur de Morlaix jusqu'à Brest. Donc s'il faut qu'on leur donne 2 rendez-vous sur plusieurs jours avec une semaine de décalage, c'est pas pratique. Voilà. Du coup, ça nous permet de prendre le mineur en compte tout de suite et de faire tout ce qu'il y a besoin autour de ce mineur pour l'enquête judiciaire. Au niveau de la maison de protection des familles, vous le comprendrez aussi, on a un gros travail de partenariat également, de connaissance des différentes associations, des différents partenaires avec qui on peut travailler, hein, que ce soit Éducation nationale, Association d'aide aux victimes, les ISCG, puisque Morlaix, j'avais donc du coup l'ISCG. Et je vous remercie pour le travail que vous faites, parce que je dis ça parce que j'ai eu une période où en fait l'unité où j'étais, il n'y avait pas d'intervenante sociale gendarmerie, et en fait c'était nous gendarmes qui faisons l'accompagnement de la victime pour lui ouvrir les portes des services, différents services auxquels elle pouvait avoir besoin. Et donc c'est très pratique d'avoir notamment Anne et toutes les autres qui du coup interviennent pour nous au profit des personnes en situation de détresse et qui leur ouvrent les portes des différents services, des différentes aides qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc c'est un très bon dispositif qui a été mis en place pour nous aider dans la prise en charge des victimes. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, moi je suis Anne-Laure Duigou, donc je suis pédiatre à l'UAPED au CHU de Brest. Donc j'ai l'occasion de travailler régulièrement avec le Major Garot, comme elle vient de le raconter. L'UAPED, donc c'est une structure. Enfin, l'idée de l'UAPED, ça a été porté par une association au départ, l'association de la voix de l'enfant,
qui est une association de défense des droits des enfants et de lutte contre toute forme de violence faite aux enfants. Et cette association a eu l'idée de porter un projet auprès des gouvernants d'unité en fait pluriprofessionnelle, donc qui rassemble, comme Stéphanie le disait, médecins, psychologues, soignants autour de l'enfant, mais aussi pôle judiciaire autour de l'enfant. Donc les gendarmes et les policiers travaillent avec nous. On a aussi la chance d'avoir des assistantes sociales qui travaillent avec nous. Et puis on est un peu comme une plateforme de prise en charge de ces enfants victimes de violences ou témoins de violences ou parfois aussi auteurs de violences. Et l'idée, c'est de faire une prise en charge vraiment groupée, le plus souvent, comme disait Stéphanie, sur une journée, qui permette à l'enfant et sa famille de venir une fois. Et en fait, il y a 2 versants dans notre travail. Moi, je suis pédiatre. L'essence de mon métier, au départ, c'est le soin. Et on a aussi un devoir de protection des enfants, d'être un peu comme le porteur de justement la voix de l'enfant. Et du coup, on s'aide autour de nous. On a toute cette structure qui nous permet d'aider au mieux l'enfant et d'accompagner l'enfant dans cette procédure judiciaire qui est une grosse machine souvent pour un tout petit enfant. Autrefois, les auditions avaient plutôt lieu dans les commissariats, dans les brigades. C'est pas facile. Alors, le major Garot est passé vite sur son travail à l'UAPED, mais je vous promets que c'est vraiment c'est de l'orfèvrerie en fait. Ils ont vraiment une formation très fine qui leur permet d'aborder l'enfant, de prendre le temps. Déjà, on se donne vraiment le temps d'accueillir l'enfant. Souvent, c'est on va dire il y a 2 heures de bloquer en général pour une audition, le temps de rencontrer l'enfant, de le mettre en confiance, de lui faire comprendre que c'est sa journée et que là, il a le droit de dire tout ce qu'il souhaite et on va l'accompagner pour qu'il puisse vraiment s'approcher au maximum de la vérité de ce qu'il a vécu, puisque c'est ça qui va être important pour la justice. Et puis nous, de notre côté, on a aussi un devoir de soin. Et donc on va essayer d'évaluer quelle est la situation médicale, psychologique et sociale aussi de l'enfant pour pouvoir mettre en place dans les suites de cet entretien toute l'aide dont l'enfant et la famille ont besoin. Donc en fait c'est vraiment une articulation entre la justice et les soins. Et on jongle un petit peu entre les deux. Il y a des moments où on travaille pour la justice, on est réquisitionné. Donc moi qui suis médecin, du coup je vais être amenée à rédiger des certificats médicaux qui doivent être le plus objectifs possible sur la situation de l'enfant à un instant T, les éventuelles lésions qu'on peut constater chez lui, etc. Mais j'en oublie pas pour autant ma casquette de soignante. Et à l'issue de ces entretiens, souvent, on a quand même un bilan assez précis de comment va l'enfant à ce moment-là, quelles sont pour lui les conséquences des violences qu'il a pu connaître et comment on peut l'aider au mieux pour grandir et se développer malgré les violences qu'il a subies. Donc vraiment, c'est une unité qui coordonne en fait tout ce qui touche à l'enfance maltraitée, à l'enfance en danger, tant du côté judiciaire que du côté soins et aussi soins psychologiques. Donc on a la grande chance d'avoir une psychologue pour le moment. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'elle a un grand champ d'action aussi, puisqu'elle seconde souvent les gendarmes et les policiers lors des auditions. C'est-à-dire que le gendarme et le policier se trouvent, donc, comme disait le major Garot, dans une pièce avec une vitre sans teint dans laquelle se trouve l'enfant et le policier ou le gendarme. L'entretien a lieu dans cette pièce et puis Marie, notre psychologue, observe ça de la pièce technique. Et ainsi, à certains moments, les collègues gendarmes ou policiers peuvent faire des pauses et venir discuter avec Marie de où est-ce qu'on en est dans l'entretien, est-ce qu'il y a des questions qui semblent importantes à poser, quels sont les premiers ressentis de l'équipe qui est derrière la vitre concernant cet enfant. Est-ce qu'on pense que l'entretien est trop long pour lui? Est-ce qu'il faut faire une pause plus longue? Est-ce qu'au contraire, on pense qu'on peut continuer l'entretien et qu'il y a des points importants à souligner? Donc tout ça se fait vraiment en équipe et puis ça permet une prise en charge ajustée de ces enfants.
On est aussi une unité donc, qui essayons de coordonner et d'apporter du soutien dans la rédaction des informations préoccupantes et des signalements. Comme tout professionnel en charge d'enfants, on a le devoir de repérer les signes que peuvent nous montrer les enfants victimes de violences ou de négligence. Et donc on sert aussi beaucoup de guide aux collègues quand ils ont des doutes sur telle ou telle situation. On essaye d'approfondir. Les collègues assistantes sociales peuvent se mettre en lien avec leurs collègues des gendarmeries et de la police, peuvent se mettre en lien avec la CRIP aussi, peuvent se mettre en lien avec les CDAS dont dépendent les enfants, pour essayer vraiment de faire une synthèse la plus exhaustive possible de la situation de l'enfant et pouvoir avoir une vision la plus proche de la vérité, on va dire, pour permettre d'adapter la prise en charge. Donc on a ce rôle-là un peu de plaque tournante où on essaye de centraliser toutes les informations concernant les situations. Et puis on est aussi une structure qui a une mission de formation. Donc ça va se développer parce que maintenant les UAPED, donc qui existent dans tous les gros hôpitaux, on va dire, sont regroupés en EPRED. Donc c'est un autre acronyme, mais ce sont les structures régionales qui chapeautent les UAPED. Et les EPRED, en fait, ont un rôle de formation. Donc il y a de l'argent qui a été débloqué pour ça. Et donc il va pouvoir y avoir des diplômes universitaires, etc., en lien avec la maltraitance et qui seront portés par nos unités. Et puis déjà, les différents professionnels de l'équipe, donc puéricultrices, psychologues, médecins, interviennent dans de nombreuses formations locales. Voilà. On a aussi un rôle de guidance auprès des structures qui prennent en charge les enfants. Donc dans les différentes dernières années, là, on a eu très souvent été sollicité par des écoles, par exemple, qui se trouvent face à une situation d'un enfant qui peut avoir des comportements problématiques, notamment des comportements sexuels dans les écoles primaires ou les collèges. Les collègues de l'éducation nationale peuvent parfois être un peu démunis. Ne pas savoir en fait est-ce qu'il faut faire un signalement ou pas, est-ce qu'il faut faire une information préoccupante, comment parler au reste de la classe de ce type de comportement, etc., comment parler aux parents. Et donc là on peut avoir un rôle de soutien, de conseil dans ce type de situation. L'importance aussi de l'équipe est fondamentale à l'UAPED, c'est-à-dire que on touche un champ difficile qui est celui de la parole de l'enfant, et vous savez bien que dans les dernières années c'est quelque chose qui a souvent fait un petit peu polémique. D'un côté, nous les gens qui nous occupons des enfants, on dit il faut croire tout ce que disent les enfants, et d'un autre côté on sait que ça a pu mener à des drames ou des situations difficiles comme l'affaire d'Outreau, etc., donc qui peuvent parfois faire du mal, on va dire, à la protection de l'enfance, parce que du coup tout est remis en cause, on se dit mince, faut pas croire les enfants. Nous on est là pour essayer de faire en sorte que la voix de l'enfant soit portée coûte que coûte. Par exemple, une jeune fille qui viendrait se plaindre d'agression sexuelle, et puis dans son entourage on dit oui mais elle fabule tout le temps, elle invente, etc. Nous on va être là pour essayer de creuser, d'essayer de comprendre le comportement de cette jeune fille. Parfois l'enquête va nous dire qu'en effet il y a des incohérences dans son discours et que peut-être ça s'est pas passé exactement comme elle dit, mais d'un autre côté une jeune fille qui dit j'ai été victime de violence, pourquoi elle est amenée à dire ça en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle se sente victime. Donc ça c'est des choses qu'on peut être amené à creuser parfois, donc qui sont en dehors du champ judiciaire pour le coup, mais qui sont aussi dans nos rôles en fait de prévention, protection. Voilà un petit peu. On s'occupe aussi, on parlait des violences, dans notre service on accueille les femmes en situation de demande d'asile, qui demandent l'asile pour éviter les mutilations sexuelles à leur petite fille. Et donc on réalise les certificats de non-excision pour les petites filles pour que les mamans puissent faire des demandes d'asile à l'OFPRA, en fait, une fois qu'on a montré que leur petite fille n'était pas mutilée et que la maman demande asile en France pour éviter cela. Donc on intervient dans ce champ-là aussi. Et je pense que voilà, ça fait déjà un petit tour d'horizon de nos différentes missions. Voilà.
Merci beaucoup à vous toutes. Une petite question, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales formes de violence auxquelles vous êtes confrontés dans votre travail ? C'est un point que je voulais aborder, alors merci. Nous, à l'UAPED, là, et à l'hôpital de manière générale, parce que je travaille aussi en réanimation pédiatrique, ce qu'on a constaté et ce qui est constaté au niveau national, c'est une augmentation franche de la violence chez les tout-petits dans la population générale des enfants. C'est-à-dire qu'on voit un bond de la violence des moins de 2 ans. Alors, il y a des études en cours pour essayer de comprendre pourquoi. On a des ébauches de pistes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on constate qui avait déjà été montré au moment des confinements. Là, on avait vu vraiment un pic, notamment dans la maltraitance à type de secouement des bébés. Et là, en fait, sur les derniers temps, dans notre région de Brest, on voit vraiment de la maltraitance envers les tout-petits, pas seulement des secouements, pas seulement des actes, on va dire, de dépassement des émotions de la part des adultes, mais des choses qui se répètent, en fait. On peut supposer que peut-être l'isolement des familles est en cause. Je ne sais pas si c'est des choses que vous voyez aussi dans les publics que vous accueillez. Et puis aussi le fait que les parents passent beaucoup de temps devant les écrans et beaucoup moins de patience. Les écrans, on a l'impression, changent beaucoup la vie des familles et changent la façon aussi d'éduquer les enfants, en fait. On a l'impression qu'il y a peut-être jusqu'aux dernières générations, les gens vivaient plus les uns avec les autres, les grands-parents un peu plus près les gens de ma génération, on va dire que j'ai entre 40 et 50 ans, on a vécu avec nos grands-parents à côté, qui n'étaient pas loin, qui gardaient souvent les enfants. Peut-être que c'est moins vrai de nos jours, ce qui fait que les jeunes parents ont moins de relais et se retrouvent très souvent seuls avec des bébés et des jeunes enfants. Et ça, on sait que quand même l'isolement social, la précarité, ça joue un rôle majeur dans la maltraitance des tout-petits. Voilà, donc ça c'est un des types de violences qu'on voit qui augmente. Et l'autre chose qui est marquant, c'est les comportements sexuels inappropriés chez les très jeunes enfants aussi. Alors ça, on incrimine notamment le rôle des écrans dans les familles. Et puis parfois la perte de notions d'éducation dans certaines familles aussi, ça c'est plus rare, on va dire. Mais les écrans certainement, et l'accès aux écrans et à des images qu'ils ne devraient pas voir joue un rôle majeur, je pense. Alors, au niveau gendarmerie, alors j'ai pas de chiffres avec moi. Ce que je peux vous dire, au niveau des violences, vous vous en doutez, on voit tout type de violence chez nous. Ça va de la violence psychologique, verbale, physique, sexuelle, que ce soit tant sur un public mineur que sur un public majeur. Moi, ce que je constate au fil des années, ça va faire 22 ans, là, au mois de janvier, que je suis en gendarmerie. Ce que je constate, c'est que le nombre de victimes, que ce soit en violence conjugale ou de mineurs victimes, en fait, augmente. On a de plus en plus de mineurs qu'on nous demande d'entendre, que ce soit victimes ou témoins, et notamment dans les violences conjugales, même s'ils ne sont que témoins, ils sont reconnus co-victimes maintenant, les enfants, même s'il n'y a pas eu de violence directe. D'accord, faut bien. Ça a été une évolution au fil des années. Depuis le Grenelle, on a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que la parole se libère tant chez les majeurs que chez les enfants. Voilà. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir le soutien de l'UAPED dans le recueil de la parole des enfants, parce que, effectivement, je me suis pas attardée dessus tout à l'heure. Mais c'est un exercice qui peut être très compliqué, et c'est vrai que d'avoir la psychologue à mes côtés, des fois, ça m'est bien utile, parce que voilà, moi, je suis gendarme, je suis pas psychologue, donc des fois, elle peut me donner des clés en fait sur comment peut-être débloquer, aborder certaines choses avec un enfant, parce que chaque entretien est toujours différent. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a vraiment une formation spécifique, un protocole pour l'entretien avec les enfants, qui nous permet déjà de ne pas orienter l'enfant, de ne pas être suggestif, chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, quand on se voit, ça va bien ?
Bah ouais, mais en fait, j'ai déjà la réponse dans ma question. Voilà, donc ce genre de questions, on va vraiment l'éviter avec les enfants. Ça va être vraiment des questions très ouvertes qu'on va amener. On va aussi l'entraîner à la façon dont on va le questionner en fait pendant l'entretien. Si vous voulez, ça va être raconte-moi tout ce qui s'est passé du début à la fin. Voilà. Ce n'est même pas moi qui va amener le sujet en fait à l'enfant du pourquoi il est là. J'ai besoin que ce soit l'enfant qui me dise pourquoi lui il est là, et après je peux aller chercher tout ce dont j'ai besoin dans le cadre de l'enquête, et aussi pour le procureur, parce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ce qui s'est passé. Voilà, donc effectivement, le créneau de 2 heures, des fois même, n'est pas suffisant. Mais voilà, parce que chaque enfant est différent. Il y a des enfants, au bout de 10 minutes, on va pouvoir commencer. Je me suis vue commencer l'entretien que 45 minutes après qu'ils soient arrivés. Pourquoi ? Parce que déjà, les enfants, moi, quand je les rencontre, en fait, on ne se connaît pas. Donc, il faut vraiment que j'ai déjà une relation de confiance qui s'établisse avec cet enfant. Donc, il y en a, c'est facile, d'autres, c'est moins facile. Donc, on prend toujours le temps avec toute l'équipe de l'UAPED pour que l'enfant soit bien. Et s'il n'est pas bien, s'il ne veut pas parler, c'est pas grave. On ne fait pas l'entretien et on reporte à plus tard. Donc, voilà, donc c'est très prenant. Oui, mais ça amène à des auditions qui sont au plus juste, je pense. Et l'enfant se sent écouté. Souvent, on a des enfants qui sortent de là, ils sont soulagés d'avoir déposé ce qu'ils ont vécu, en fait. On sent ça. Les plus grands peuvent parfois le dire, en plus. Donc voilà. Après, nous, sur le service d'aide aux victimes, c'est un peu ce qu'a pu dire le major Garot, en tout cas sur ce que font remonter les personnes victimes. C'est tout type de violence, donc vraiment la violence financière, administrative, économique, matérielle, verbale, psychologique et physique. Soit, effectivement, la personne va venir avec une interrogation un petit peu précise. Voilà, j'ai été victime d'un vol de voiture ou d'une escroquerie. Là, on va cibler, entre guillemets, la violence en particulier, mais peut-être davantage dans les évaluations approfondies qu'on fait. Là, on va effectivement voir qu'il y a une imbrication particulière de plusieurs types de violences et en fait finalement souvent dans les personnes victimes de violences intrafamiliales, il n'y a pas qu'un seul type de violence, il y en a vraiment 2, 3, 4, voilà, pas mal. Merci. Sur ce que le major Garot disait tout à l'heure, sur la reconnaissance des enfants d'adultes victimes de violences conjugales qui sont maintenant reconnus comme co-victimes, en fait, c'est parce qu'on a pu montrer que le fait de vivre dans un climat de violence conjugale impacte grandement le développement des enfants et va changer leur façon d'être aux autres. Et ça, c'est des choses qu'on peut traiter. Si on les prend en charge très tôt, plus tôt on va intervenir et pouvoir soutenir l'enfant dans son développement en lui montrant que c'est pas le mode de communication qu'on doit utiliser dans la vie et qu'on va utiliser avec les autres en dehors de la maison. Plus tôt on intervient, plus tôt on montre à l'enfant qu'il existe une autre façon de communiquer, une autre façon d'être aux autres, mieux il va grandir en fait, évidemment. Si vous êtes intéressé par ce sujet, il y a les travaux de Karen Sadlier, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui a beaucoup fait pour que les enfants justement puissent être reconnus comme co-victimes en fait. Et à ce sujet, les collègues de l'UAPED puéricultrices et psychologues ont commencé un travail, alors qu'il y a un travail de longue haleine, mais elles accueillent des petits groupes d'enfants. Alors pour le moment, elles sont sur une tranche d'âge de tout petits, justement parce que c'est ceux qui ont le plus de mal à s'exprimer et peut-être qui vont être le plus impactés aussi par les violences conjugales. Elles accueillent des enfants de moyenne et grande section de maternelle, donc des 4-5 ans, pour des petits groupes. Elles les prennent en fait, en général c'est sur des périodes entre 2 vacances scolaires, donc ça fait 5 à 6 séances de 2 heures, où en fait elles travaillent en groupe avec ces enfants-là sur comment se comporter avec l'autre, comment reprendre confiance en soi, comment apprendre à faire confiance à l'autre, comment ne pas se placer dans une posture d'infériorité
par rapport à quelqu'un qui aurait plus de confiance en lui, etc. Donc elle travaille là-dessus avec des tout petits groupes d'enfants. Donc c'est une petite goutte d'eau, mais c'est quand même une goutte d'eau pour ces enfants-là et un petit fil auquel se raccrocher pour eux. Voilà. Donc on manque de monde pour pouvoir faire plus et pour pouvoir proposer ce type de prise en charge à tous les enfants qu'on rencontre. Mais déjà, il y a une ébauche de travail là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on va devoir clôturer la table ronde parce qu'on c'était très intéressant. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous toutes. On est vraiment, faut vraiment qu'on passe après à la table ronde suivante. Mais est-ce qu'éventuellement, il y a une question dans le public? Une question éventuellement à laquelle on peut répondre très rapidement. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un micro? Non. Est-ce que vous avez le document de référence qui avait été fait par votre prédécesseur à propos des enfants autistes et de la façon de les interroger? Alors, je ne l'ai pas. Je sais qu'il l'a fait. On en a parlé, hein, parce que je l'ai croisé avant qu'il parte. Mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais après, dans tous les cas, ce qui est sûr, tout enfant est pris en compte, notamment s'il a un handicap. Ce handicap est pris en compte. Je sais que moi, avant de m'entretenir avec un enfant, en fait, je vais aller chercher des renseignements sur cet enfant. Déjà, s'il y a une difficulté, un retard dans le développement, etc. Ou un handicap, parce que moi, il faut que je m'adapte à ça. Et si je ne le sais pas avant, en fait, c'est compliqué pour moi de faire l'entretien. Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait. Oui, ouais. Ça, là, je sais que, alors, je devais avoir demain une audition avec, alors c'était pas une personne autiste, mais c'était une personne atteinte de trisomie. Et donc, du coup, en fait, on accepte qu'il y ait, par exemple, son référent psychologue qui vienne. Là, il y avait un système, alors, je connais pas tout, hein, je suis pas dans le médical, mais un système de cartes. On m'a parlé, alors je sais pas comment ça s'appelle. C'était un imagier en fait qui permet à l'enfant d'exprimer au mieux ce qu'il ressent. En fait. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment pris en compte. Je sais que prochainement, j'ai une autre mineure que je dois entendre, où il y a de grosses difficultés également. Donc du coup, pareil, on fait venir sa psychologue référente, qui ne fait pas partie de l'UAPED, qui vient en plus. Donc on prend tout en compte en fait chez les enfants. Parce que déjà, si moi j'arrive et que je ne suis pas au courant des difficultés que peut avoir un enfant, même des fois, ça peut être juste la difficulté de voir un gendarme en tenue. Alors, je suis toujours en tenue avec les enfants. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le parcours d'un enfant dans le domaine judiciaire est long. Ça peut être très long. Mais il n'y a pas que le parcours dans le domaine judiciaire, parce qu'en général, quand ça commence dans le judiciaire, après, il va y avoir aussi le côté médical, le suivi, le soutien psychologique. Il peut aussi y avoir des éducateurs qui vont aussi prendre le relais. Donc en fait, le fait que je sois en tenue, l'enfant m'identifie. Parce qu'en fait, si je reste en civil, en fait, déjà, s'il arrive à l'UAPED, on va être déjà 4. Donc en fait, si je suis en civil, en fait, je suis qui ? À un moment donné, l'enfant, il ne saura plus qui il a vu dans son parcours. Donc ça permet vraiment qu'il identifie le gendarme ou le policier. Après, je ne sais pas, le policier, s'il vient en tenue ou pas. Ouais. Voilà. Donc, au moins, je suis identifiée. L'enfant, il pourra dire, parce que des fois, on voit des petits bouts de chou de 4 ans, 5 ans. Voilà, ils savent, ah bah ouais, mais j'ai été entendu par une gendarme. Donc même plus tard, quand il sera plus grand ou adulte, il pourra dire, bah oui, j'ai été pris en compte par les forces de l'ordre. D'où le fait que je suis en tenue, et en général ça passe bien. Même les enfants, on m'a pu me rapporter, ah ouais, mais vous savez, mon fils ou ma fille, il a un peu peur des gendarmes. Mais en fait, souvent, c'est les parents en fait qui reportent leurs propres craintes par rapport à ça. Voilà. Mais effectivement, c'est déjà arrivé cette situation où je me suis mise en civil. Mais dans 99% des cas, je suis en tenue. Et comme je vous disais, on prend en compte l'enfant avec toutes les difficultés qu'il peut avoir. Avec ses peurs, ses craintes, ses handicaps. On fait tout pour lui, en fait. On est vraiment là pour l'enfant. Régulièrement, on lui demande s'il a besoin de quelque chose, si ça va bien. Enfin, voilà. On est vraiment à sa disposition, en fait. C'est son moment à lui
quand on est à l'UAPED, c'est son moment à lui. C'est même pas mon moment à moi pour l'enquête et savoir tout ce qui s'est passé, c'est son moment à lui ou à elle pour qu'il puisse m'expliquer tout ce qui s'est passé, justement. Voilà. Qu'il puisse se sentir en sécurité et dans un endroit où il va être pris en compte dans sa globalité, justement. Enfin, c'est vraiment ça l'idée. Et souvent, quand on se présente les uns les autres à l'enfant, on se présente en disant, bah voilà, on fait équipe avec la gendarme Stéphanie aujourd'hui, et elle est dans notre équipe. Moi, un dernier mot. Je me permets juste de rebondir sur effectivement la connaissance aussi dans les équipes et puis justement cette interconnaissance des professionnels. Je trouve que c'est primordial parce que tout seul on n'y arrive pas. On n'a pas les mêmes formations, les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Et puis justement dans ce parcours-là, par exemple de l'enfant qui peut être long, qui va avoir plusieurs intervenants, nous-mêmes nous connaître, savoir à qui on parle, se rencontrer comme on a pu le faire. Je trouve que c'est primordial. Merci. Merci beaucoup à vous toutes.